Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 6 mars 2023, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. La bonne gouvernance au Burundi n'est pas pour bientôt, tant que le président en exercice n'est pas libre dans ses fonctions. Analyse du journaliste Rugurika, invité de cette édition. Le président du parti CNL accuse le CNDD-FDD de détruire la démocratie. Agathon Rwasa reproche aux dirigeants CNDD-FDD de gérer le Burundi comme un patrimoine de leur parti. Et enfin, vous suivrez les grognes des habitants de la capitale Bujumbura, de Gitega et de Mabanda suite aux mesures administratives, soit les contraignant à des contributions, soit interdisant leurs activités génératrices de revenus. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le Burundi semble être dirigé par deux présidents, d'où la bonne gouvernance au pays n'est pas pour demain. Propos du journaliste Bob Rugurika après la récente diffusion sur la radio RPA d'une série de reportages enquêtes sur des cas de corruption et malversation économique impliquant de hautes autorités du pays. Bob Rugurika indique également que, selon les preuves à la disposition de la RPA, la première dame Angeline Ndayishimiye est au sommet de ceux qui dilapident les richesses du pays à travers la corruption et les malversations économiques. Pour Bob Rugurika, même si le président Ndayishimiye n'est en aucun cas innocent, il a besoin des collaborateurs qui l'aideraient à retrouver une liberté dans la gestion des affaires de l'État sans l'ombre de son épouse. Ce n'est pas sous la présidence de Evariste Ndayishimiye que la situation économique burundaise va vraiment s'améliorer. Tout d'abord, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a commis une grave erreur en nommant son épouse dans son administration. Aujourd'hui, la première dame, Angeline Ndayishimiye, elle gère presque tous les grands projets de développement. Vous comprenez que dans la mesure où Evariste Ndayishimiye aussi est en train de commettre des crimes économiques, parallèlement, il y a aussi son épouse qui fait de même. Donc, vous comprenez que le pays est doublement sanctionné économiquement. Alors, deuxième chose, je tiens à le dire, je vais essayer de le dire dans des termes plus ou moins nuancés. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais le président Evariste Ndayishimiye n'est pas un homme libre, que ce soit dans son bureau à la présidence. Evariste Ndayishimiye n'est pas un homme libre, même au palais, en termes des affaires familiales. Aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye est incapable de pouvoir décider. En réalité, les Burundais ignorent qu'aujourd'hui, le Burundi est dirigé par deux personnes, notamment le président de la République et son épouse. Récemment, la semaine dernière, son épouse vient de faire limoger l'ambassadeur du Burundi à Washington. Il fait ça régulièrement. Et pour quelle raison? C'est tellement stupide, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vais pas m'y attarder. Donc, cela pour montrer que Evariste Ndayishimiye n'est pas l'homme de la situation. Et c'est pour cette raison que je dis que, aussi longtemps que Evariste Ndayishimiye est à la tête du pays, aussi longtemps qu'il accepte de diriger le Burundi dans les conditions par lesquelles il dirige aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui vraiment l'assainissement de l'économie burundaise. Bob Rugurika sera l'invité de ce journal. Je viens de vous le dire, il n'y aura pas de démocratie au Burundi tant que le CNDD-FDD voudra gérer le pays comme son propre patrimoine. Déclaration d'Agathon Rwasa, président du parti CNL, dans une conférence de presse animée ce lundi. Agathon Rwasa estime que les responsables du parti CNDD-FDD partagent le gâteau national entre seulement les membres du CNDD-FDD comme s'ils étaient les seuls enfants du pays. Écoutez Agathon Rwasa, président du parti CNL. Quand on verra monsieur le président prendre les responsabilités de nous et nommer des gouverneurs ici des partis politiques, quand on le verra nommer dans son gouvernement d'autres personnalités qui ne sont pas du tout représentées, quand on verra le président nommé par décret ou par le ministre extraordinaire des cadres qui ne sont pas nécessairement ici des responsabilités, quand on verra des rectifications au niveau du marché public, que ce soit réellement public, que ce soit ouvert, que les marchés sont gagnés par des personnalités diverses, et non pas juste une poignée de gens qui ont monopolisé et bien d'autres actes.
À la question des divisions qui hantent plusieurs partis politiques, dont le CNL, Agathon Rwasa rappelle que la politique de diviser pour régner n'a jusqu'ici profité à personne. Encore une fois, le président du parti CNL. L'industrialisation des économies françaises, est-ce que ça produit des résultats pour ceux qui ont mis en place cette politique ou pour ceux qui ont adhéré à cette politique? Personnellement, je n'en vois rien de positif. Si on devait être conséquent avec cela, plutôt que de penser à une formule de la poursuite comme ça, pour montrer par l'activité que je n'êtes pas d'accord avec ceci, vous voyez, votre propre la loi autorise la création de partis politiques, donc si vous serez en train de dossier, pourquoi est-ce que vous allez... Le président du parti CNL a animé cette conférence au moment où le ministère de l'Intérieur a finalement accordé à son parti la permission de fêter ses 4 ans d'existence. Le parti CNL avait initialement souhaité célébrer son agrément le 19 février dernier. Parlons toujours du parti CNL, les membres du parti CNL de la zone Kivuye, commune Issale en province Bujumbura, s'inquiètent des harcèlements dont est en train de subir un des leurs. Depuis vendredi dernier, il a été arrêté arbitrairement par des Imbonerakure accompagnés de policiers. On l'accuse de tenue illégale de réunion. Ce qui inquiète beaucoup plus les autres membres du parti CNL, c'est le fait qu'il a été transféré de Cachot la nuit aux allures d'enlèvement. Eric Nyonzima. Dans la nuit de dimanche vers 22h, les habitants de la zone Kivuye ont appris les nouvelles faisant état du transfert de Léonce Tuyaga du Cachot de la zone Kivuye vers une destination inconnue. Quelques habitants de cette zone ont essayé de s'opposer à ce transfert nocturne aux allures d'enlèvement. Des Imbonerakure et des policiers en nombre supérieur à celui des résistants ont pu réussir à partir avec Léonce Tuyaga. Ils sont venus hier dans la nuit pour le transférer. C'était un groupe d'Imbonerakure accompagné de policiers, mais ils se sont hérités à la résistance de la population. On ne voulait pas ce transfert nocturne. Il y a eu quelques accrochages. La se disait ne pas comprendre pourquoi le transférer pendant la nuit. On disait que si le transfert doit se faire, ça devrait être pendant la journée. Léonce Tuyaga avait été arrêté dans la soirée de vendredi par des Imbonerakure. Il avait été accusé de tenir une réunion clandestine. Cependant, selon les voisins, c'est un montage. De retour des activités champêtres, Tuyaga Léonce avait passé dans un cabaret pour prendre un verre. Il a été arrêté alors qu'il rentrait chez lui. Personne d'autre n'a été arrêté. Lui-même, il a été arrêté alors qu'il était déjà en route vers la maison. Il passait prendre un verre après une journée de travaux dans les champs. Ces Imbonerakure, en collaboration avec des policiers, l'ont intercepté en cours de route. On l'a accusé de tenir une réunion clandestine, mais en réalité, c'était un montage. Léonce Tuyaga a été finalement conduit dans le cachot de la commune Issale. Des informations qui nous parviennent indiquent que toutes les personnes qui se sont opposées à son transfert sont recherchées activement. 3 tous de la colline Sagala ont été déjà arrêtés. Et selon des informations qui nous sont parvenues, ce militant du CNL aurait été libéré ce lundi. Et parlons justice, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burundi, Melanie Harris, devrait intervenir en faveur de la libération de Clément Nkurunziza, détenu depuis 5 ans, accusé d'avoir organisé des massacres des étudiants hutus de l'Université du Burundi en 1995. Cette doléance transparaît dans la correspondance lui adressée ce lundi de la part du président de la Fondation Bene Burundi. Athanase Karayenga explique que Clément Nkurunziza est détenu injustement, que c'est pour cette raison qu'il demande à tout bienfaiteur d'agir pour qu'il soit libéré. Suivez Athanase Karayenga, président de la Fondation Bene Burundi. J'ai découvert récemment, au cours de mes investigations, que l'ambassade des États-Unis au Burundi a joué un rôle majeur dans l'arrestation de Clément Nkurunziza quand il était aux États-Unis où il avait demandé l'asile. Cette ambassade a joué un rôle majeur dans sa déportation et je pense qu'aujourd'hui, cette même ambassade pourrait jouer un rôle positif en essayant de réparer les dégâts que cette même ambassade a commis il y a 5 ans, en essayant de supplier le gouvernement burundais d'entendre la raison et de libérer Clément Nkurunziza parce qu'il est innocent. Nous sommes beaucoup de Burundais qui sommes attachés à un état de droit. Nous supplions l'ambassadrice des États-Unis au Burundi d'intervenir
c'est vraiment le dernier recours. Et c'est la seule chose pour laquelle cette lettre pourrait être utile. Demander à l'ambassadrice d'intervenir urgemment pour que Clément Nkurunziza soit libéré. C'est un dossier qui est vide, un dossier judiciaire depuis 5 ans qui est absolument vide. La justice n'a jamais pu trouver une raison pour laquelle il est accusé. La sévère non plus. C'est donc Clément Nkurunziza est tout simplement innocent, mais c'est un innocent détenu illégalement depuis 5 ans. Tout simplement parce que c'est une justice qui est incapable de dire le droit et c'est donc une justice qui est complètement défaillante. Et c'est d'ailleurs pas seulement la justice, c'est aussi l'État, c'est aussi la sévère, c'est aussi le CNDH. Toutes ces institutions qui sont censées protéger les droits des Burundais sont en faillite totale. C'est pour ça qu'il faut utiliser d'autres moyens et peut-être les moyens diplomatiques. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre. Parce que du côté du gouvernement, du côté de la sévère, du côté de toute autre institution burundaise, il n'y a absolument plus aucun espoir. Clément Nkurunziza est détenu dans la prison centrale d'Ongodi depuis son arrestation le 22 mars 2018. Il venait d'être déporté des États-Unis d'Amérique qui lui ont refusé l'asile. Parlons sécurité à présent. La rédaction de la RPI a pu répertorier 2 personnes assassinées la semaine écoulée. La première est un certain Balthazar Mbarushimana, un sexagénaire. Son corps a été retrouvé mercredi dernier sur la colline Nyemundu, en commune Mugina de la province Cibitoke. Nos sources à Mugina indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus. La seconde victime assassinée est une jeune fille du nom de Sophie Irakoze, âgée de 20 ans. Son corps a été retrouvé mardi dernier dans le jardin scolaire de son propre école, le lycée Gishiha, en commune Vugizo de la province de Makamba. La victime était enceinte et avait quitté la maison familiale 5 jours avant. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. RPI. Les habitants de la mairie de Bujumbura contraints à contribuer pour la réhabilitation du stade Intwari. Cette situation est signalée pour le moment dans les zones Kanyosha et Kinindo de la commune Moura. Toute personne ayant une activité génératrice de revenus doit contribuer. Dani Clarilatkumva nous en dit plus. La collecte de l'argent est en train de se faire dans plusieurs zones de la mairie de Bujumbura et se fait entre autres au quartier Kivenga de la zone Kinindo. La population locale indique qu'on les oblige de payer une somme d'argent variant entre 3 000 et 5 000 burundais. Les collecteurs de cet argent leur disent qu'il s'agit des fonds destinés à la construction du stade Intwari. Si Dimon l'on croit en des habitants du quartier qui trouvent que ces contributions viennent aggraver la situation économique déjà précaire de nombreuses familles. Ils nous obligent de contribuer une somme d'argent comprise entre 3 000 francs et 5 000 francs. Même si on trouve 2 000 francs, on peut les verser. On nous dit que cet argent destiné à la construction du stade Intwari. On verse cet argent par force, car si tu ne verses pas cette somme demandée, on te taxe d'opposant. Ce qui est étonnant, l'argent est collecté également chez les commerçants, dans les boutiques et par tous ceux qui exercent des activités génératrices de revenus. Nous, ce qui nous étonne, c'est que les percepteurs de cet argent ne nous donnent pas de quittance justifiant le versement. Nous devons nous inquiéter que l'argent n'arrive pas à sa destination. L'argent est collecté par les chefs de quartier, les dirigeants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils disent qu'ils sont envoyés par leurs chefs au niveau communal. Nous ne savons pas à quel fin se vouer et nos ressources sont limitées. De telles collectes sont en train d'être effectuées au quartier Ruziva en zone Kanyosha. La population locale indique que les familles visées sont celles qui ont des activités commerciales. On les oblige de contribuer de 2 000 à 10 000 selon le business. Les cotisations obligatoires sont devenues une habitude, surtout ici au marché. Dans les boutiques,
chez les commerçants et chez les gens qui ont des activités génératrices de revenus. Les agents chargés de collecter cet argent n'ont pas d'exigence bien fixée, car des fois ils exigent le versement de 10 000 francs, voire même 5 000 francs. Ça dépend de la teneur de la boutique. On peut même prendre jusqu'à 2 000 francs. Les habitants des zones concernées par cette contribution implorent le gouvernement de stopper dans l'immédiat la collecte incessante d'argent au milieu de la population car les ressources sont limitées. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Emoura pour qu'il s'exprime à ce propos. Et de la capitale Bujumbura, rendons-nous en province Makamba pour parler de l'interdiction depuis ce lundi d'exercer le transport par moto en commune Mabanda. Les échauffourées qui ont eu lieu jeudi dernier entre motards et agents de l'ordre en seraient à l'origine. Ces conducteurs de moto s'étaient opposés aux policiers en tenue civile qui voulaient confisquer et embarquer leurs engins sans aucune explication et sans même avoir décliné leur identité. Josiane Modaneza. Tout commence jeudi avec une rafle des motos effectuée par des gens en tenue civile. Cela s'est passé sur le parking situé tout près du marché de Mabanda. Selon un des témoins oculaires, ces gens ont intimé l'ordre aux motards de leur remettre les clés de leurs engins sans aucune autre explication. Le même témoin fait savoir que l'un de ces mototaxis a pu leur passer entre les doigts et s'est réfugié à l'intérieur du marché. Et la bagarre a éclaté lorsque ces policiers déguisés se sont lancés à la poursuite du dit conducteur. Des policiers en tenue civile ont fait irruption au marché de Mabanda et ont commencé à séquestrer les motards et à pousser leurs motos. Un des motards a pu échapper à leur vigilance et est entré dans le marché. Les policiers se sont alors lancés à sa poursuite et comme ils étaient en tenue civile, les gens qui étaient là se sont joués sur eux et les ont roués des coups et les policiers ont pris leurs jambes à leur cou. En s'attaquant à ces agents de l'ordre camouflés, révèle notre source, les habitants les avaient pris pour des voleurs qui depuis un certain temps sévissent dans la région. Comme vous le savez, ici on est sur la frontière et il y a beaucoup de voleurs et ces derniers portent des tenues civiles comme l'étaient ces policiers. Beaucoup de motos ont été volées de cette manière et n'oublions pas qu'il y a des voleurs au sein de la police. Donc s'ils veulent procéder à une arrestation, qu'ils le fassent en bonne et due forme. Ils doivent s'identifier et donner une quittance à un motard fautif. Sinon, faire une chasse aux motos sans distinction aucune et s'en prendre même aux gens qui viennent de Nyanzarake et qui ne faisaient que passer par là, c'est vraiment honteux. Après cette bagarre, le commissaire provincial de police à Makamba a ordonné la saisie de toutes les motos, celles utilisées dans le transport et celles des particuliers confondus, une confiscation qui a eu lieu le lendemain des échauffourées, comme en témoigne cet habitant de la place. Vendredi aux aurores, la police avait ceinturé toute la commune, supervisée par le commissaire provincial. Il y avait au moins 200 agents. Ils sont même entrés, fouillés dans des maisons et ils ont emporté toutes les motos. Il y avait au moins 150 motos car ce jour-là, ils ont confisqué 90 qui se sont ajoutés à 60 autres qu'ils avaient saisis la veille, jeudi. Elles sont au commissariat communal à l'heure actuelle. Jusqu'à ce lundi matin, ces motos étaient toujours enfermées au commissariat communal de Mabanda et leurs propriétaires n'ont toujours pas été signifiés du motif de cette saisie. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Berry Atungimana, administrateur de la commune Mabanda, pour de plus amples éclaircissements. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de la paralysie dans le secteur du transport engendrée par cette confiscation des motos. Merci à toi, Josiane Modaneza. Grogne chez les petits commerçants qui exercent au bord de la route qui mène au marché central de Gitega. La police les a chassés ce matin en application de la mesure administrative interdisant tout commerce qui se fait dans les lieux non autorisés. Ces grognes s'ajoutent à celles des commerçants des téléphones portables de seconde main récemment refoulés de ce marché. Onésime de Chimagidze. C'est vers 10h de ce lundi que la police, en collaboration avec l'administration et les Imbonerakure du parti présidentiel, ont commencé à pourchasser les petits commerçants qui étalent leurs maigres marchandises
au bord de la route qui mène au marché central de Gitega. Ainsi, les commerçants environnants de différents articles ont été ciblés. Ont été également visés les agents de la compagnie téléphonique limitée qui vendent des unités de recharge et qui font le transfert d'argent via cette compagnie, et aussi sous des parapluies. Ceux-là sont néanmoins habitués à ce genre de chasse, du fait qu'ils ont été souvent chassés pour revenir par la suite. Ces petits commerçants du bord de l'axe menant au marché central de Gitega vendent de petits articles, tels les beignets, bananes mûres en faible quantité, des arachides grillés, des vêtements et souliers d'occasion minable, des soutiens-gorge de seconde main médiocre, etc. D'autres commerçants chassés sont ceux qui vendent au bord de la dite route du riz, des haricots, des grains de maïs, des arachides et d'autres. Les grognes dominaient alors les bouches de tout ce monde de petits commerçants pour chasser. Cause personne ne leur a montré un autre endroit où ils continueraient à exercer les activités commerciales, ont-ils précisé en colère. En plus, c'est ce genre de commerce qui leur permettait de nourrir leurs familles, ont-ils conclu. Quant à eux, les policiers affectés à cette chasse ont laissé entendre que c'était pour mettre en application la mesure administrative d'interdire tout commerce qui se réalise dans les lieux non autorisés. Ces grognes d'aujourd'hui s'ajoutent alors à celles des vendeurs de téléphones portables de seconde main qui ont été chassés du marché central de Gitega ces derniers jours. Plus d'un trouve alors que l'administration communale à Gitega ne s'intéresse pas à la vie du bas peuple et recommande plutôt de tenir compte des intérêts de tous avant de prendre n'importe quelle décision. Et toujours à Gitega, paupérisation de la population de cette province, la capitale politique du Burundi, une situation qui est aggravée par une montée incessante des prix des denrées alimentaires. Face à cette situation, nombreuses familles indiquent qu'elles mangent une fois par jour. Là aussi, c'est une chance qui ne trouve pas toutes les familles. Elvis Nyonzima. Les denrées comme le haricot, le riz, la farine de manioc et du maïs sont parmi les denrées préférées par les habitants de Gitega. Cependant, depuis la dernière saison sèche, les prix ont sensiblement augmenté, ce qui a fait que certains gens disent qu'ils mènent une vie dure. Par exemple, le haricot, qui est un aliment plus consommé par les habitants de Gitega, a vu son prix passer de 1800 francs et 2500 francs à 3000 francs et 4000 francs. Le riz, quant à lui, coûte 4000 francs contre 2500 et 3000 francs de la dernière saison sèche. Le riz tanzanien, lui, coûtant 4500 francs contre 3000 francs et 3500 francs cette même période. La farine de manioc coûte 2000 francs contre 1000 francs et 1200 francs de cette même date. La farine de maïs coûte 2200 francs le kilo pendant cette période de sa récolte contre 2400 francs de cette période antérieure. Avant le début de la flambée des prix, un kilo de la farine de maïs coûtait 1200 francs et 1400 francs et tout au plus 1500 francs. Même le sel de cuisine, dont habituellement le prix varie très peu, coûte maintenant entre 1200 et 1400 francs contre 800 francs de cette période écoulée. L'huile de palme coûte 4500 francs le kilo contre 3800 et 4000 francs d'il y a quelques temps. Ainsi donc, certains des habitants de Gitega mentionnent qu'ils ont dû interrompre la consommation de certaines denrées telles que le riz et le haricot, en remplaçant avec d'autres durées de plus abordables encore, comme la patate douce. D'autres déclarent avoir opté pour manger une fois par jour, en laissant les enfants manger. Il compris qu'ils mènent une vie très dure. Il demande à l'État de tout faire pour rabaisser les prix des denrées alimentaires, entre autres en favorisant les importations par la réduction des taxes et impôts. Et place maintenant à l'invité de ce journal, c'est Bob Rugurika, journaliste et directeur de la radio publique africaine. Il répond aux questions de mon confrère Éloge Divin Rimecha. Bob Rugurika, bonjour. Bonjour. Dans une série de reportages enquêtes, vous avez révélé des cas de grave corruption et des malversations économiques impliquant le président de la République,
sa famille et ses proches collaborateurs. Comment expliquez-vous les contradictions entre le discours du président Ndayishimiye et les faits avérés? Écoute, j'avais déjà eu à le dire et je vais le répéter. Le discours du président Evariste Ndayishimiye, c'est un discours totalement cosmétique. C'est un discours qui n'a rien à voir avec les convictions. Donc, Evariste Ndayishimiye, quand il parle de la lutte contre la corruption, quand il parle de la bonne gouvernance, lui, au fond de lui et en réalité, il sait qu'il est en train de commettre des crimes économiques à son profit, mais aussi au profit de sa famille. Parce que dans les dossiers que nous avons eu à réguler, nous avons montré comment, par exemple, la Banque centrale est souvent obligée de verser des centaines de millions de dollars à la société Prestige dont l'épouse de Ndayishimiye est actionnaire majoritaire d'ailleurs. Donc, nous avons à plusieurs reprises montré comment Ndayishimiye et sa femme font attribuer des marchés énormes à leurs enfants. Donc, ça c'est une réalité et c'est pour cela que Ndayishimiye, pour endormir l'opinion et masquer ses crimes économiques, il opte pour tenir un discours d'un homme bon gestionnaire du pays, d'un militant pour la bonne gouvernance, mais alors qu'en réalité, ça n'est pas vrai. Donc, la contradiction s'explique par une stratégie purement politique du président Ndayishimiye d'endormir l'opinion burundaise, même aussi l'internationale, sur un terrain auquel il n'est pas en train d'agir. À part la famille présidentielle visiblement intouchable, vous avez cité également d'autres dirigeants autour du président Ndayishimiye. Bon, effectivement, vous le savez, Ndayishimiye, il est le chef de l'État, mais pour faire asseoir son régime, il a besoin d'autres cadres. Aujourd'hui, on voit dans les dossiers que nous avons et dans les informations que nous avons déjà révélées, nous voyons qu'il y a deux acteurs, presque trois, mais les deux principaux acteurs qui sont autour de Ndayishimiye dans ces crimes économiques. Il s'agit du patron de l'armée burundaise, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le général Prime Niyongabo. Et on voit aussi que dans d'autres cas, c'est le patron des services de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, qui agit au nom, en lieu et place du président Evariste Ndayishimiye. Par exemple, dans le déblocage des centaines de millions de dollars qui sont débloqués illégalement et frauduleusement au niveau de la Banque centrale, et des millions qui sont octroyés à la société pétrolière Prestige, dans laquelle l'épouse du président Evariste Ndayishimiye dispose des actions. D'ailleurs, apparemment, elle est majoritaire. Donc, nous avons appris que Ndayishimiye s'appuie sur ces deux personnalités, non seulement pour continuer à faire saigner l'économie du pays, mais aussi pour faire asseoir son autorité. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas continuer à commettre des crimes économiques sans pouvoir aussi renforcer son pouvoir, son influence. Voilà, c'est pour cela. Mais toutefois, on doit signaler aussi qu'il y a d'autres autorités autour de Ndayishimiye, que ce soit à l'intérieur du parti, que ce soit à l'intérieur de son administration, où on voit des personnalités intouchables. Voilà. Bob Rugurika, je rappelle que vous êtes journaliste, mais également directeur de la radio publique africaine. Et je vous remercie. Merci à vous, Dita. Merci à toi aussi, Eloge Divin Lemesha. Merci également à ton invité. C'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellente soirée chez vous.